La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. We're focused on being successful in the playoffs. We want to win it all. Give him switch. Good, here we go. I love it. Good. I think the playoffs are going to be very good. There's some great competition out there and seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now. Come on. I'm really excited because playoffs kind of show you what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now, the postseason. We've definitely come a long way and we're gelling really well. Good hustle, boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's just all good. We want to go out there, play our best basketball, and make some noise. That's our goal. Let's go, White. That's why we got here. That's why we worked so hard. We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm. Keep going. We see a different level of competition. It's just two totally different intensities. Everybody's excited about what's at stake. Anything can happen in this situation. Advance the teams to the playoffs. I cannot wait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio off. Vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour cette version longue. Nous sommes dans NBA No Limit et nous sommes en pleine période de ces playoffs, comme vous le savez, avec ce premier tour qui se joue en ce moment. Alors, comme vous le savez, on va bien entendu faire le point sur ces playoffs, sur ce premier tour, en tout cas sur ces Game 1 et sur ces Game 2 et sur ce qu'on se disait déjà et ce qu'on espère en tout cas voir pour la suite des séries. On rappelle que en ce moment même se jouent des matchs en ce moment du côté de la bulle. Le Thunder d'Oklahoma City qui affronte les Rockets de Houston pour le Game 2. Voilà. Nous sommes dans le quatrième quart-temps de ce match, 97 pour les Rockets, 88 pour le Thunder d'Oklahoma City. Et nous avons le Heat qui a terminé son match face aux Pacers d'Indiana, 109 pour le Heat de Miami, 100 pour les Pacers d'Indiana. Ensuite, on aura les Bucks, le Game 2 des Bucks face aux Magic et le Game 2 des Lakers face aux Blazers de Portland. Donc vous avez compris bien entendu le programme. On va faire le point sur l'intégralité de ces matchs, comment est-ce qu'on a ressenti ce premier tour et qu'est-ce qu'on espère pour la suite de la suite de ces séries, de ce premier tour en tout cas des playoffs NBA. On a pour ce talk show, nous avons Missy depuis Paris qui est avec nous sur le parquet de la radio. Missy, comment vas-tu dans ce talk show NBA No Limit? On est là et on regarde les matchs assidûment, je dois dire, et on observe que tout ce qu'on a dit avant le début de ces playoffs est en train de se vérifier. On n'a pas fait mystère et on n'est qu'à moitié surpris. En tout cas, est-ce que tu as une petite pensée avant qu'on enchaîne avec la suite de l'émission? Est-ce que tu as une pensée avant qu'on enchaîne? On va présenter le Doc NP. Alors laisse-moi présenter le Doc NP puis on enchaîne rapidement. Le Doc NP, bonsoir, comment vas-tu dans NBA No Limit? Le Doc. Oui. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, la semaine se passe bien.
Oui, on est là. Allez les amis, merci d'être connectés. On va enchaîner rapidement avec l'évaluation de ce premier tour. En tout cas, ce premier tour qui n'est pas encore terminé, avec les Game 1 qui sont clôturés et les Game 2 qui sont en train de se clôturer, aujourd'hui avec le Thunder face aux Rockets. Je l'ai dit, le Miami face aux Pacers, le Magic face aux Bucks et les Lakers face aux Blazers de Portland. On va revenir sur... commençons d'abord par ce match on commence par la conférence Est. Commençons par cette confrontation que j'ai appelée comme étant la surprise. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Je ne sais pas pour vous. Les Bucks face au Magic. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà déclaré sur les quotidiennes. Je vais plutôt vous laisser vous exprimer sur ces rencontres. Moi, vous savez que je fais des quotidiennes tous les matins, donc je parle de tous ces matchs et je fais globalement mon analyse. Mais je vais écouter ce que vous avez à dire avant de rebondir. On va commencer par écouter le doc là-dessus et après Missy. Le doc, les Bucks face au les Bucks face au Magic. Les Bucks face au Magic, est-ce que tu as été surpris de voir le Magic arracher cette victoire dans le Game 1? Je pense que Giannis, lui, il a été un peu surpris quand même. Oui, un peu surpris, un peu beaucoup surpris même. Mais comme je dis, ça fait partie des playoffs et des surprises possibles. On est dans une bulle où il n'y a pas la même atmosphère que dans son terrain. Il n'y a pas cet avantage du terrain avec son public qui pousse. On est en terrain neutre, donc chaque match, il faut faire gaffe. Chaque match peut être perdu même par le favori. Maintenant, les Bucks sont une équipe qui vit et qui meurt par le tir extérieur. Le jour où ça n'entre pas, c'est compliqué. Les Bucks ont aussi un lieutenant All-Star de Giannis, mais on va dire All-Star par défaut. C'est pas méchant de le dire, mais ça fait partie de ces grands joueurs qui sont devenus All-Star plus parce que leur équipe carbure bien et qu'ils font partie de ces bons résultats. Parce qu'individuellement, on sait bien que Middleton, c'est quelqu'un de capable de faire des gros scores, très fort, mais ce n'est pas la régularité d'un possible franchise player capable de prendre ce genre de match en main. Maintenant, il a le droit de se rater. Comme beaucoup peuvent se rater, c'est pas le seul. Et je pense que collectivement, ils vont devoir trouver des solutions parce qu'arriver en playoff, les équipes ont vu l'année dernière comment ils sont sortis et comptent vraiment essayer de refaire le coup de Nick Nurse sur eux et voir comment ça se passe. Parce qu'il n'y a pas que Nick Nurse qui l'a fait. Il y a au championnat du monde aussi, les équipes adverses contre la Grèce ont vu un petit peu comment il faut jouer contre Giannis. Giannis n'y peut rien. Ses coéquipiers, ils peuvent quelque chose. On a bien vu que quand Harden est bloqué et que ses coéquipiers marquent tous ses points, ça pose problème, on ne peut plus doubler sur lui. Il faut aller renforcer. Donc, maintenant, si les coéquipiers de Giannis rentrent leur tir, ça pourra permettre à Giannis de continuer son travail de sable. Donc, ça va être une équipe fragile. Orlando est malheureusement très diminué. Ça nous aurait proposé une meilleure série. Mais bon, j'espère pour Orlando qu'ils vont continuer à travailler dur et nous proposer une belle série. Et j'espère pour les Bucks que dès ce soir, ils vont se reprendre. Mais dans cette bulle, Phil, il n'y a pas d'avantage du terrain. Même une équipe menée 3-0 peut gagner les 3 matchs suivants. Dites-vous bien qu'il n'y a pas une équipe menée 3-0 qui va rentrer à domicile pour plier. D'habitude, c'est 3-0. On te dit que tu as 2 matchs chez toi, donc tu dois les plier. Donc maintenant, à 3-0, tu continues en terrain neutre. Donc mener même 2-0, ça ne veut rien dire du tout. Le terrain restera neutre pour tout le monde. Ouais, ça c'est sûr. Je suis d'accord sur le principe concernant le terrain, même si je reste encore sur certaines réflexions par rapport à cette confrontation, parce que vous êtes quand même d'accord avec moi que sur le principe, lorsque l'on fait le point sur les confrontations de cette nuit du mardi 18 août, il y a très peu qui auraient parié sur cette logique qui n'a pas été respectée, en tout cas il faut le dire, même si on peut parler de terrain neutre, parce qu'il y a d'autres matchs avec une logique qui est plus respectée quand même. Je parle du
Vous me direz, hein, après les choses, ça se discute, mais bon, c'est vrai qu'ailleurs, on reviendra sur les autres matchs d'ailleurs. Je ne vais pas les comparer, je vais plutôt vous laisser vous exprimer d'abord sur les rencontres au fur et à mesure. Missy, le Magic avec un excellent Nikola Vucevic qui a véritablement brillé et Nikola Vucevic qui sera très attendu encore ce soir face à Giannis et Brook Lopez. C'est surtout ce qu'on voit dans cette bulle, c'est ce fameux basket européen qui est en train de mettre à mal un basket américain qui est là, mais les Européens sont véritablement bien dans cette bulle. C'est des gens qui ont pris l'habitude de jouer les Final Four, de l'Euroleague et de toutes ces choses-là. Les Européens maîtrisent très bien le basket. Ce qui est problématique avec les Bucks, c'est que le restart, un peu comme on avait dit un peu comme ça s'est passé pour le Barça au football, les équipes d'avant le confinement, le restart est globalement plus difficile pour certaines équipes. Et alors là où les Bucks se sont noyés, quand vous ne pouvez pas faire une chose, faites autre chose. On sait que les Bucks vivent et meurent du tir. Nous l'avions d'ailleurs très bien dit ici, ils vivent et meurent du tir. Ce qu'il faut maintenant regarder, les équipes qui marchent le mieux dans cette bulle, c'est des équipes qui sont défensivement bien meilleures sur l'âme. Ou en play-off, il s'agit de diminuer. C'est d'ailleurs comme ça, on va reparler des Dallas Rockets, c'est d'ailleurs comme ça que vous gagnez. Il s'agit de mettre l'adversaire à mal. Les meilleurs joueurs, quelqu'un ne peut pas prendre les tirs sur votre tête toute la soirée, ça tombe dedans. Or, c'est ce que le Magic a fait. Même Ivan Fournier qui était pas très bien. Ivan Fournier, il était pas bon dans cette bulle et il s'est réveillé. Mais en fin de match, il est venu mettre les tirs qui comptent. Ouais. Quand vous venez en fin de match mettre les tirs qui comptent, c'est pas le fait que vous allez être tout au long du match bon, c'est qu'il faut être là au bon moment. Ce qui valide les gens, c'est les playoffs. Or, cette équipe de Milwaukee, elle est désorganisée. En saison régulière, vous trouvez bien. Mais quand viennent les playoffs, les gens oublient que les défenses se resserrent. La défense doit serrer les taux sur vous. Vous pouvez pas m'expliquer que un joueur aussi bon soit-il, a pris les tirs sur votre tête pendant tout un match, sans que vous ne réagissez. Elle est où votre défense? Bledsoe et tous vos joueurs doivent défendre les Middleton. Et en fait, à un moment donné, Orlando a bien compris qu'il ne mettait pas dedans. Quand quelqu'un ne met pas dedans, vous ne commettez même pas la faute sur lui. Vous ne venez même pas faire une faute sur quelqu'un qui ne met pas dedans, vous le laissez prendre des tirs. Maintenant, là où ils ont été défaillants, c'est sur leur jeu intérieur. Faites-vous des passes, attaquez la raquette. Giannis, on l'a vu faire les triples-doubles. Il est capable de trouver quelques coéquipiers et de faire des passes. Quand un tir ne tombe pas dedans, la décision, vous la faites dans la raquette. Les bons vieux Hakeem Olajuwon, c'est pour ça qu'on adorait ces gens-là. Parce que quand ça ne va pas, les Magic et autres, les Lakers, les équipes qui ont des titres, les Celtics, les Lakers, les Détroits, c'est des choses qui étaient très bien pratiquées par ces équipes-là. Ils venaient faire le forcing. C'est pour ça que moi, quand je prends par exemple les Spurs, j'explique que les Spurs sont une anomalie de l'histoire. Mais les Spurs sont ceci d'avantageux que quand ils mettaient comme ça beaucoup de tirs à 3 points, c'est une équipe qui est extrêmement bien organisée. Vous devez être extrêmement bien organisé. Quand vous prenez un tir à 3 points longue distance, que ça ne tombe pas dedans, il faut être au rebond. Or, même dans les rebonds, on ne voit pas cette équipe des Bucks. On ne peut pas prendre un tir à 3 points comme ça tombe pas dedans. Vous devez être
quand le tir ne va pas, vous devez être sur le rebond. Et puis, quand le jeu que les Bucks, là où on les trouve bons, c'est souvent sur les seconds ballons. C'est le rebond, les seconds ballons, les secondes occasions, on les a pas vus du tout. Cette équipe, elle est dans un désordre. Et vous dites toujours que, parce que quand ça a commencé la bulle, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas été très assidues dans cette bulle. Et ils se sont dit, mais c'est pas encore les playoffs. Non, quand vous prenez une mauvaise habitude, elle vous poursuit. C'est difficile à modifier vos mauvaises habitudes. On va enchaîner. Ne vont pas se modifier. Donc, ils vont jouer. Ils vont jouer ce soir, Missy. Vas-y. Ben, vaudrait mieux pour eux que ça ne soit pas 2-0. Ça, c'est sûr. Les matchs sont joués dans le même terrain. Et il faut maintenant que les Bucks viennent dans l'intensité et dans les intentions de jeu. Ouais. C'est ça qu'ils ont. Ce que Siakam appelle la bonne énergie. Ouais. Allez, enchaîne. Quand on voit certaines équipes, on se dit, ils sont quand même les équipes qui gagnent, certaines ne sont pas bonnes, mais elles viennent mettre l'intensité qui fait que quand la fin approche, les matchs, ils les prennent. On va enchaîner avec cette rencontre qui, on va dire, où on peut dire quand même que la logique est quand même respectée, même si on le sait que les Pacers peuvent bien entendu battre le Heat et leur donner du fil à retordre. Deuxième match, Game 2 réalisé par le Heat qui a donc battu les Pacers, excusez-moi, je cherche mes mots, dans ce Game 2 avec un excellent, sur un score de 109 à 100, 109 à 100, et je rappelle que Duncan Robinson a été très bon dans ce match. Duncan Robinson qui a terminé ce game. Alors je vais vous donner les stats rapidement parce que c'est lui qui a été le meilleur joueur de ce game avec 24 points. Duncan Robinson, 24 points, 2 rebonds, 2 passes. Il était à 7 sur 8 à 3 points. Duncan Robinson, il était à 7 sur 8 à 3 points. Si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit, la précision en vaut la peine parce qu'il a été très très adroit. Il a aligné 6 tirs d'affilée, je crois, en première période pour donner l'avance au Heat de Miami. Jimmy Butler a continué à faire son travail de sape sur le jeu de TJ Warren. Jimmy Butler a terminé avec 18 points, 7 rebonds, 6 passes et Missy qui rigole. TJ Warren, écoutez-moi, TJ Warren, il a fait 38 minutes de temps de jeu pour 0 sur 5 à 3 points. Vous avez entendu ce que j'ai dit? 0 sur 5 à 3 points pour TJ Warren, 7 sur 15 au tir pour 14 points, 6 rebonds et 3 passes. Voilà, bienvenue en playoff, Missy, comme tu le dis, Missy. Victor Oladipo a joué, il a eu 37 minutes de temps de jeu, son œil va mieux. Vous vous souvenez qu'il a eu pris un coup dans l'œil dans le game 1. Dans le game 2, il était à 4 sur 11 au tir. Lui aussi, il a fait du mal à enfiler les paniers à 3 points. Il a quand même scoré 22 points. C'était lui le meilleur marqueur des Pacers. Mais ça n'a pas suffi. Puisque au niveau du plus-minus, ils ont tous souffert. Hein. Les Pacers ont été molestés, il faut le dire. Hein. Ils ont été véritablement molestés par le Heat de Miami. Les Pacers qui n'arrivent pas à jouer leur meilleur basket. 60, pardon. Le Heat qui a chuté à 47% contre 51% pour les Pacers d'Indiana. Donc globalement on peut le dire du côté de cette opposition, la logique est plutôt respectée. Comment est-ce que le Doc réagit à cette série, le Heat face aux Pacers? Le Doc NP. Le Doc? Oui, c'est trop pour moi, c'est trop pour les Pacers. Hein, c'est trop. C'est vraiment trop, c'est-à-dire que entre Turner ne peut pas faire le boulot seul dedans. Vitalité, il est très léger. Miami, c'est beaucoup d'impact. Des joueurs solides à tous les niveaux. En sortie de banc, quand tu vois Olynyk entrer, c'est du très dur. À l'intérieur, Miles Turner ne peut pas faire. C'est leur meilleur joueur de cette saison. Il n'est pas là. On parle de TJ Warren parce qu'il a explosé quelques matchs dans la bulle. Mais dans la bulle, c'est particulier, on l'a dit. Pour moi, je le disais tout à l'heure dans la controverse, la bulle, c'est un pick-up game avec en jeu. Il y a des joueurs de pick-up game, on les voit chaque été.
Devin Booker, il n'y a plus de pression. Hein. Le stade est là, ils prennent ça comme un jeu entre eux. Pendant l'été, on sait qui domine tous ces gens-là. Les Drew League. Les Drew League, c'est ce que tu vois dans les Drew League. Oh, mais Drew League, il y a même du public. Constamment, les LeBron, Kevin Durant, ils jouent des pick-up games entre eux, ils s'invitent. Il n'y a pas de spectateurs, c'est du cool. Les repères sont les mêmes. Il n'y a pas la même pression que le spectateur au bord du stade qui t'insulte ou bien qui vocifère des mots quand tu passes, que le public qui siffle. Il y a des mecs comme ça qui s'habituent, mais quand la pression monte, il y a certains qui arrivent à la faire monter. C'est ce que je disais. LeBron, il a entièrement raison quand il dit c'est très bizarre de jouer ainsi. C'est très très bizarre, je peux comprendre. Donc, il y a des mecs comme ça, capables de faire le show comme TJ Warren au début, mais là, le niveau monte. Là, on le voit au Ladipo, ce genre de joueur doit se montrer maintenant. Ce sont eux les vrais boss. Ce sont eux les vrais boss qui élèvent le niveau actuellement. Donc, les Pacers, c'est chaud pour eux. Quand en plus tu as Oladipo qui prend un coup dans l'œil, qui joue avec un œil comme ça, tu as Sabonis, et qui est le plus fort de cette équipe, absent, ce n'est pas face au Heat. Comme on disait, le Heat fait partie de ces équipes où je considère comme ce type d'équipe. Messi a utilisé un mot anomalie tout à l'heure. Ça peut correspondre à ce type d'équipe, comme Toronto un peu. Tu ne sais pas le danger vient d'où. C'est compact, c'est ça. Tu ne sais pas le danger vient d'où. C'est-à-dire que demain, après-demain, c'est peut-être Tyler Hero qui va mettre 25. On n'en sait rien. Jimmy Butler a montré la voie du premier match en tant que star. Mais vous avez vu toute cette saison, il a préparé ses jeunes à prendre des responsabilités. C'est tout ce qu'il a fait cette saison. Il a passé la 4e vitesse que quand il le fallait. Jimmy Butler... Duncan Robinson, Missy. Le Duncan, puis je rappelle juste la performance de Duncan Robinson, 7 sur 8 au tir ce soir. Hein. Il a été incroyable. 7 sur 8 à 3 points, je voulais dire. 7 sur 8 à 3 points, je voulais dire. Pour 24 points. Tu vois, Phil, un mec comme ça, comme Duncan Robinson, qu'est-ce qui se passe depuis le début de cette année? Quelqu'un qui aurait pu paraître comme inconnu, mais il a eu des responsabilités. C'est-à-dire que il a participé au jeu. Lui, comme tous les jeunes de Miami, Tyler Hero, mais 15 points ce soir, il a été blessé pendant que Kendrick Nunn, son complice, faisait les points. Maintenant que Kendrick Nunn, lui, il a des soucis maintenant Tyler Hero prend, ils sont prêts depuis. Quand tu renforces avec Crowder, l'expérience et Iguodala, c'est pour accompagner tous ces jeunes. Dragic, vous avez vu le retour de Dragic, un joueur qui a été blessé pas mal. Donc, Butler et Dragic montrent la voie à tous ces jeunes. Tu ne sais pas d'où le danger vient. Les 3 meilleurs marqueurs de ce match sont des joueurs de Miami. Et il y a un seul qui a dépassé 20 points, c'est Duncan Robinson. Et le premier match, la star a montré la voie. Il a dit, peut-être vous pouvez être crispé, c'est le début des playoffs, je vais gérer. Et on le voyait dans ses mimiques au premier match. Il plie le match avec un 3 points sur le côté, dont il a le secret. Et il montre au banc, calmez-vous, je suis avec vous. Je suis le leader, n'ayez pas peur. Donc c'est une équipe très physique et très dure à jouer. Franchement, Phil, quand tu manques de Jérémy Lamb, qui était l'un des meilleurs 6e hommes cette saison, Sabonis, qui est leur meilleur intérieur, et qu'en face, tu as meilleur Léonard, physiquement, Olynyk, l'autre Jones qui a gagné le concours de dunk. Il y avait Young, Solomon Hill. Ça, ce sont des joueurs d'expérience. Ce sont des joueurs comme ça qui font du sale. C'est-à-dire que le sale, c'est eux. Donc, pour moi, ça va être chaud. Ça peut partir sur un sweep, malheureusement. Tu sens le sweep aussi. Pourquoi ça peut partir sur un sweep? Pour la même raison que je le disais pour Philly. Philly fort à domicile cette année. Et on le disait, on en viendra à ça. On va y revenir. On va y revenir. Indianapolis n'a pas son domicile. Normalement, Miami a fait son boulot. Normalement, on doit être retour à Indiana avec nos supporters dans notre entre, mais il n'y a pas ça. Donc ça peut aller très très vite. Le prochain match, c'est comme ça sera toujours comme si c'est à Miami. D'ailleurs, on est en Floride. C'est vrai, ils sont chez eux en plus. Ouais.
Missy, on peut enchaîner avec les Nets. Missy, les Nets face aux Raptors. Comment est-ce que tu réagis à cette série? Une logique plutôt respectée, on va dire ça comme ça. Un premier match maîtrisé et un deuxième match toujours aussi maîtrisé. Surtout une grosse défense dans le deuxième match. Oui, les Nets sont très bons coachs. Très bon coach qui s'appelle Jacques Vaughan. Mais ils ont affaire face à une équipe qui a trop d'options. Le game 1, c'est Bambi qui prend. Le game 2, c'est Norman Powell qui vient prendre. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour se sublimer, pour faire en sorte que cette équipe avance. Et puis défensivement, ils savent quand tout va mal venir resserrer les taux sur vous. On leur donne pas, ils vont chercher chez vous les raisons pour lesquelles vous les dominez. C'est pour moi pourquoi je dis les Raptors sont bien. Siakam, bon, on l'a pas, il fait plutôt par rapport à l'année dernière, fait moins bon démarrage des playoffs. Et c'est pas un souci. Parce que, en fait, cette équipe des Raptors, qu'est-ce qu'elle a de plus? C'est que tout ce qu'elle fait, ça ne se voit pas dans les scoring. Mais il y a les détails, il y a le passage en force que va prendre Kyle Lowry, il y a la fin que va faire Fred VanVleet sur vous, il y a la défense d'Ibaka, de Gasol, il y a le tir à 3 points que Powell va prendre sur vous. Et puis, il y a Chris Boucher qui va rentrer, qui va mettre un petit dunk. Il y a toute une somme. C'est-à-dire que vous êtes battus sur le fait qu'ils ont beaucoup plus d'options que vous. C'est d'ailleurs une équipe qui a fonctionné comme ça, qui a gagné 3 titres en 5 ans. C'était les Warriors. Ça, quand vous venez jouer chez un adversaire, vous n'imaginez pas que vous allez le dominer. Imaginez simplement que vous allez marquer le point de plus par rapport à lui. C'est ce qu'ils ont fait dans ce Game 2 où c'était un match de traînard, ils ont été dominés. Mais dominer ne veut pas dire gagner. Au final, ils ont fini par l'emporter. Tu vois le sweep aussi, Missy Honnête, non? Tu vois aussi le sweep? En mode winner. Tu vois le sweep? Il faut vous mettre en mode winner. Oui. On le voit, même si les Nets sont pas en train de démériter. Non, les Nets, ils jouent très bien. Hein. On va féliciter quand même Timothée Loaou. Faut féliciter le français Timothée Loaou, Caris LeVert. Ils jouent très bien les Nets. Hein. Ils jouent bien plutôt. Ils jouent bien, mais sauf qu'ils ont affaire à une équipe qui a beaucoup plus d'options qu'eux. C'est ce qu'on disait, c'est un peu la même physionomie que Miami actuellement. Ils sont battus sur le fait qu'ils peuvent déployer plus d'options que vous. Et ce qui est très intéressant avec cette équipe des Raptors, c'est une équipe capable de corriger ses défauts en plein match. Ils attendent. Après, ils vont visionner les vidéos, mais quand ils sont même dans le match dominé, ils sont capables de venir et vont trouver les solutions. C'est justement une question de trouver les solutions. C'est comme ça que ça marche. Vous ne battez pas les gens parce que vous espérez qu'ils vont rater. Vous battez les gens parce que vous avez plus de solutions à votre disposition que eux. Ouais. En tout cas, ça va être compliqué pour les Nets. On espère qu'ils vont au moins réussir à arracher un match. Ce serait sympa. Passons. Alors, on reste dans la on termine. On garde le meilleur pour la fin pour cette conférence Est, les amis. Alors, d'une part, il y avait la surprise, hein, en tout cas, c'est comme ça que je l'appelle, hein, la victoire du Magic face aux Bucks. Pour moi, c'était la surprise. Mais le match qui n'était pas une surprise, mais qui était un match qui m'a véritablement énervé. C'est cette première défaite, la deuxième aussi m'a énervé, mais la première n'a pas facilité les choses. Les Sixers face aux Celtics de Boston. On l'avait dit lors de notre preview, on l'a dit, si les Celtics ne leur rentrent pas dedans dès le début du match ou s'ils ne gagnent pas ce Game 1, le doute va s'installer et cette équipe va filer vers l'implosion.
les choses ont enchaîné avec une deuxième défaite que vous avez suivie aussi, avec une équipe des Celtics tout en maîtrise, hein, les ailiers des Celtics, Jason Tatum, impérial, Jason Tatum, il faut le dire, impérial tout simplement. Sur les Sixers de Philadelphie, Jaylen Brown, on ne le présente plus. Les Celtics qui font leur taf et les Sixers avec un Joel Embiid véritablement seul dans cette équipe. Tobias Harris, je vais plutôt vous laisser vous exprimer. Je me suis déjà exprimé pendant toute la semaine sur cette équipe. Commençons par le Doc One P. Le Doc One P, les Sixers face aux Celtics de Boston. Les choses se passent exactement comme on l'avait pressenti. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Oui, c'était ma peur l'autre jour. Comme je vous le disais, il y a trop de talent en face. C'était ma peur et malgré la blessure de Gordon Hayward, parce qu'ils perdent aussi jusqu'à facilement la demi-finale ou la finale de conférence, ça dépend du nombre de matchs. Malgré ça, il y a trop de talent. Et c'est ce que je vous disais l'autre jour dans mon argumentation. Boston, c'est une machine à broyer et surtout ce genre de défense. Et je m'inquiétais de l'absence de Ben Simmons, qui peut-être n'aurait même pas changé quelque chose et aurait rendu le match plus serré et aurait donné plus d'espoir. Parce que Ben Simmons a cette qualité, on ne peut pas lui retirer en tant que meneur de 2,06 m. C'est de bouffer les meneurs de petite taille adverse. Il provoque beaucoup de fautes. Boston joue limite small ball. Parce que Boston, on oublie très souvent que avant la blessure de Gordon Hayward, ils mettaient tous leurs petits jeunes stars, en sachant que Kemba était en 1 et que Jaylen Brown en 2, Gordon Hayward en 3, et Tatum commençait un peu comme un 4. Mais ils sont organisés de telle façon à gérer les rebonds avec Tays et avec Tatum, qui prend pas mal de rebonds, sachant que Jaylen Brown est aussi athlétique. Donc un Ben Simmons dans ce type de défense saura aller chercher des fautes rapidement, parce qu'avec son envergure, très peu de gens vont aussi haut que lui et ont ces capacités d'accélération. Donc il leur manque, mais je suis même pas sûr que ça aurait changé quelque chose. J'ai pas envie de trouver ça comme prétexte, parce que moi je le sentais juste que ça peut être... Tobias Harris, Doc One P. Tobias Harris, Doc One P. Ce contrat faramineux qu'on a signé à ce gars. Moi, je suis rouge de colère quand je pense à Tobias Harris. C'est terrible ce qui arrive à Joel Embiid. Lorsqu'on le ramenait Tobias Harris dans les pattes, je m'attendais pas à voir Jeff Green, mais quand même. Le Doc. Moi, c'est ça le problème de certains recrutements à la va-vite ou bien dos au mur. Parce que dos au mur, les mecs des Sixers, et on le dit, et je l'ai dit plusieurs fois, ici ou ailleurs, dans la panique, comme Butler avait refusé de rester, ils ont vite signé quelqu'un pour ne pas le perdre. Ils ont plus signé pour ne pas le perdre que pour son besoin. Ils ont juste eu peur que, comme Butler dégage, lui aussi parte. Ils ont juste peur de se retrouver au début de saison avec aucun ailier de standing près du All-Star, en tout cas. Ça, c'est la peur, et dans la panique, ils ont versé beaucoup d'argent parce que son agent a été malin en disant, mais ils n'ont rien, il n'y a personne sur le marché, il n'y a plus que nous. Et donc, qu'ils voulaient donner à Butler, on l'a vu passer. Donc, nous, on va le demander, ça. Sinon, ils se retrouvent sans rien. Et c'est ça le malheur de ce truc. Vous avez vu le pré-contrat de Ben Simmons, déjà prêt pour, dès que sa 3e saison finit, donc le début de la saison prochaine dans 2 mois, il a un contrat faramineux aussi. Peut-être encore que lui, la jeunesse fait que, on se dit qu'il y a une marge de progression. Mais Tobias Harris, on le savait. De toute façon, depuis, on le dit et redit, malheureusement, à Miami, il y a l'homme qui allait porter cette équipe de Philadelphie avec Joel Embiid. Il est à Miami et on voit ce qu'il fait comme taf à Miami. Ça ne ment pas. On le savait que c'est ce qu'il risquait, les Sixers, en le perdant. On me dira que c'est peut-être pas de leur faute qu'il a refusé, mais il y a toujours moyen de convaincre quelqu'un, que ce soit financièrement ou bien que ce soit dans des responsabilités. Il y a toujours moyen. On ne reviendra pas sur ça. Ils vont devoir faire avec.
Parce que n'oublions pas que même Josh Richardson qui a remplacé poste pour poste Jimmy Butler, il a un très beau contrat. Hein. Il a un très très beau contrat quand même lui aussi. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. En sachant que Joel Embiid... Ça va imploser. Ça va exploser tout ça. Et que lui, il va peut-être... il y a déjà des rumeurs qu'il envoie un peu partout, même s'il crie son amour au Philadelphie. Je vais vous dire, lui, il va devoir se passer quelque chose. Mais comment tu vas refourguer ce type de contrat de ces gens-là à qui? Tu vas les refourguer et tu vas recruter qui avec ce type de contrat? Quand tu as déjà des joueurs qui ont ce type de contrat, tu n'as plus de place au niveau salarial. Sauf si tu te débarrasses de l'un d'eux. Mais comment? Donc ça va être très compliqué pour eux. Et malheureusement, hein, eux aussi, c'est des blessures. Hein. Je le dis, c'est même pas comme si le management a trop mal travaillé. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la santé à Philadelphie. Dès que tu signes rookie ou metteur, tu es blessé. Un an ou deux, si tu as de la chance. Ensuite, les playoffs arrivent. Soit c'est ta star qui, pendant 2 est blessé, soit c'est maintenant son lieutenant ou son co-franchise player. Chaque année, ils ont un souci de santé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas du tout, donc ouais. C'est vraiment dommage. Allez, on va faire la passe à Missy. On va faire la passe à Missy qui va se faire plaisir. Missy, ton Jason Tatum, ton Jason Kobe Bryant Tatum, plus de 30 points. Un Jason Tatum impérial qui se fait plaisir avec cette équipe des Celtics. Mais c'est surtout qu'il y a 2 vedettes en fait dans l'histoire. Jason Tatum et Jaylen Brown. Et quand vous parlez de Kobe, il faut parler un peu de la relation Kobe-Shaquille O'Neal. C'est-à-dire que les deux là sont sur le terrain, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Pour prendre le relais l'un de l'autre, chacun fait son boulot. C'est ça. C'est ça qui est extrêmement beau. Et puis les défaites sont toujours fondateurs. Moi, je vais parler de quelque chose qui s'est passé l'année dernière. Au championnat du monde, là, quand les premiers championnats en tant que coach des États-Unis de Greg Popovich. On se souvient de la défaite face aux Français. Mais dans cette équipe, il y avait qui? Il y avait Jaylen, il y avait Smart, il y avait Tatum. Mais Tatum, il n'a pas eu de chance parce qu'il se blesse. Et il y avait Kemba Walker. Mais ça leur a fait beaucoup de bien cet été. Les défaites, vous en tirez toujours quelque chose. Ça a renforcé quelque chose, une relation entre eux. L'année dernière, on sait qu'avec Kyrie, c'était compliqué et tout ça. Boston ne tournait pas bien. On a vite compris que il y avait rien à en tirer de ce vestiaire-là. Tout était contesté. Mais quand vous êtes jeune, moi j'ai toujours expliqué que quelqu'un qui a le talent, vous ne pouvez pas boire avec votre talent. Quand vous êtes jeune, c'est là où le talent doit s'exprimer. Alors Jason Tatum, il était au rassemblement de Team US et Greg Popovich dans un scrimmage qu'ils ont fait, Greg Popovich le regarde, il s'est moqué de lui, il dit tu défends quand? Et regardez, quand vous passez entre les mains de Greg Popovich, ils ont beaucoup appris de cette expérience et les choses qui servent, qui sont en train de mettre en pratique. Et pour les Sixers, on peut dire une chose, hein, ne parlez plus de process, hein. Le process, c'est terminé. Maintenant, quand on regarde cette équipe, elle a les capacités. Que ça. Mais le problème de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de commandant à bord. Et je pense que le premier commandant, c'est d'abord le coach. Les équipes qui brillent dans cette bulle, c'est d'abord le coach. On aime ou pas, à un moment, on a beaucoup parlé de Miami, mais Eric Spoelstra, il prend toujours des équipes qui sont pas toujours moins bien. Il n'a pas le victory qu'il avait avec LeBron James, Chris Bosh et Dwayne Wade. Mais il est une nouvelle équipe, mais il arrive à faire jouer cette équipe ce qu'on voudrait.
c'est que Brett Brown fasse jouer cette équipe. Le problème, c'est que tout repose sur Embiid. Embiid ne peut pas tout faire. C'est un Embiid qui était très sérieux dans cette bulle, qu'on voit bon. On voit ses mains sur le visage. J'ai entendu un commentaire où certains disent qu'il est mécontent de ses coéquipiers. C'est pas une attitude qu'il doit montrer. Il a une frustration, ce gamin. Il a une frustration parce qu'il a été blessé pendant 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, peut-être c'est les playoffs où il est en pleine possession de ses moyens et il n'a pas la chance d'aller plus loin. On ne peut pas lui en vouloir sur ça. Et tous les commentaires que j'entends de part et d'autre dans les télés, y compris en France, je dis tout ça. Il faut pas le commencer à... la bulle, c'est assez difficile pour les joueurs. Joel Embiid, il a des ambitions qui sont bien plus hautes. Il veut ce titre-là, il veut faire ça. Il doit pouvoir. Et quand on voit que les coéquipiers, ça commence par le meneur de jeu. Milton en meneur de jeu, que fait Milton? Milton, il doit organiser le jeu, trouver les coéquipiers. Les Sixers se trouvent très mal, il y a beaucoup de pertes de ballon, il y a énormément d'absence défensive. Vous ne pouvez pas gagner un match quand vous ne le prenez pas par le bon bout, quand vous démarrez très mal. Ouais. Tu vois les Sixers prendre un match? On a fait un peu un petit rebond. Au game 2, on a compris tout de suite que ce match-là, ils n'allaient pas le gagner. Est-ce que tu vois les Sixers prendre un match? C'est un mal parti, c'est l'intensité. Est-ce que tu les vois prendre un match? Vous pouvez ne pas... Est-ce que tu vois les Sixers prendre un match? Oui, allô, est-ce que tu vois les Sixers prendre un match? Missy qui ne... Non. Allô? Vas-y, parle. Est-ce que tu les vois prendre un match? Non, je ne vois pas les Sixers prendre un match. Ouais. Je ne vois pas les Sixers prendre un match. Ouais. Ça va être compliqué. Posons la question au Doc ONP. Le Doc, est-ce que tu vois les Sixers prendre un match à l'état actuel des choses? Le Doc? Est-ce que le Doc est là? Tu vois les Sixers prendre un match? Il faudrait que... Ça va dépendre de Boston, tout ça. Ça peut même dépendre plus des Sixers. Il faudrait qu'ils rêvent que Boston baisse le pied ou que la jeunesse de Boston ait un souci pendant une mi-temps, quoi. Qu'ils creusent. Tu vois, l'autre jour, les Sixers menaient à un moment donné de 12-13 points. Premier quart-temps, on s'est dit que... Mais bon, c'est revenu doucement. Il faudrait vraiment que Boston se rate, c'est tout. Sinon, c'est 4-0. C'était mon inquiétude. Brown a dit quoi hier? Il a dit à ses joueurs, à la base, nous sommes à 2-0 et on rentre à la maison. Mais ce qu'un analyste de NBA TV a dit, à la base, les Sixers à domicile, c'est le meilleur pourcentage de cette ligue. Ils sont forts sur le terrain. Mais cette fois-là, ils n'ont même pas leur terrain. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les autres. Les Sixers n'ont même pas leur terrain pour revenir et que leur public pousse. Ils sont très forts. La saison dernière, en playoff, c'est là où ils ont fait peur aux Raptors, c'est qu'à domicile, à Philadelphie, les Raptors ne sont pas allés gagner là-bas. Les Sixers ont cette faculté à protéger leur parquet. Et là, ils ne sont même pas sur leur parquet. Ils vont faire comment? Ouais. C'est compliqué. On est tous pessimistes pour les Sixers. Moi-même, j'ai du mal à les voir prendre un match. Allez, on enchaîne, les amis? Ou vous voulez encore dire quelque chose sur les Sixers? Non, je pense vraiment que il faut aussi que ça vienne du coaching. Hein. Ça veut dire que maintenant, pour eux, l'objectif est vraiment s'ils veulent gagner, de penser à bien défendre. Et il faut impérativement penser à limiter cette équipe des Celtics. Tant que vous ne limitez pas les Celtics, vous n'avez aucune chance. Ouais, ça c'est sûr. Allez les amis, on va passer à la conférence Ouest. Restez bien connectés, c'est dans la deuxième partie de ce talk show NBA No Limit.
On enchaîne pour la conférence Ouest. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la deuxième partie de cette émission. NBA No Limit, on fait le point donc sur la conférence Ouest, les amis. Commençons par cette série très très disputée, hein. Je l'ai dit plusieurs fois dans les quotidiennes du matin. Je pense qu'elle pourrait bien, elle a le potentiel pour aller au bout des 7 matchs. C'est les Nuggets face au Jazz d'Utah. Bien malin, celui qui pourra désigner le vainqueur de cette série, puisque les deux équipes sont à 1 partout en ce moment. Une belle équipe du Jazz et des Nuggets dont j'ai déjà longuement parlé sur les parquets de la radio. Je vais laisser le Doc s'exprimer et après Missy. Le Doc, le Jazz face aux Nuggets de Denver, comment est-ce que tu réagis sur cette série très passionnante, hein, avec un Donovan Mitchell qui va certainement battre encore plein de records de précocité. Premier match à plus de 50 points et deuxième match où il était, je crois, à 30 points, plus de 30 points si je dis pas de bêtises. Ouais, à 30 points. Le Doc NP, le Jazz face aux Nuggets, comment tu réagis? Cette série, oui, comme tu le dis, c'est une série qui est plus serrée que je ne le pensais. Mais ça, c'est un peu la faute des Nuggets qui, pour moi, vu les absences du côté Jazz, devraient accélérer les choses depuis un petit moment. Je ne sais pas ce qu'ils attendent pas, mais les Nuggets, pour moi, devraient depuis un moment accélérer les choses. Ou ne pas laisser s'emballer les choses. Parce que il faut garder le contrôle de la série. Il faut garder en tête que c'est comme s'ils ont les 2 premiers matchs à domicile, ils sont 3e de cette conférence. Même si leurs 2 meilleurs périmètres défenseurs, Will Barton et Gary Harris, ne sont pas là, c'est problématique ça déjà. Ils n'ont pas trop ce prétexte parce que Utah laisse Bogdanovic qui est le 2e scoreur. Utah n'a pas Conley qui part aussi pour un heureux événement. Et en plus, les Emmanuel Mudiay ne sont pas trop en santé. Donc, Utah a plus de déficit que Denver. Utah, moi, ce que j'ai dit l'autre jour, ça m'a fait mal parce que Denver, ce que je parlais l'autre jour sur le danger identifié. Au Game 2 encore, Utah a fait un peu comme Houston. C'est-à-dire que l'équipe pensait que c'est Donovan Mitchell qui allait tout faire. Il n'a eu qu'à accélérer dans le 4e quart-temps. Il a gardé du jus. Donc, Utah s'est focalisé sur lui alors que les autres ont fait le boulot. Clarkson a montré qu'il a une place de titulaire dans beaucoup d'équipes. Et donc, c'est venu de toute l'équipe, cette réaction. Parce qu'on a vu que le Game 1, c'était le show de Donovan Mitchell. Ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui se passe au Game 2? Ajustement. On va essayer de faire participer les autres, de ramener plus de danger. Denver se focalise en pensant que Donovan va faire Ah non, toute l'équipe s'y est mise. Donovan Mitchell, finalement, c'est même lui qui a conservé l'avance. C'est pas lui qui a creusé le score. Il n'a fait que conserver l'avance dans le 4e quart-temps. Parce que quand il arrive à 30 points là, je pense qu'il en met facilement 12 dans le dernier quart-temps. Oui, il en met plein. Il ne joue pas tout le quart-temps. Parce que le score est monté à plus 25, 30 à un moment. Mais il s'assure que ça va rester au-dessus de plus 18. Là, il te dit, donnez-moi la balle, je ne vais pas les laisser revenir. Parce que même quand c'est à 26 points d'écart, au début du 4e quart-temps, Denver envoie tout son 5 entrants pour essayer de diminuer l'écart dès le début. Mais Donovan Mitchell est entré sur le terrain, il a dit, moi, je vais m'assurer que mes coéquipiers n'ont pas taffé pour rien. Et c'est
juste ça qui est fait. Donc, Denver, moi, ça me déçoit parce que le premier match, le danger était identifié. Donc, ils l'ont gagné. Malgré ça, malgré la grosse performance. Dans le deuxième match, ils ont identifié ce danger, mais ils ont oublié les autres. Maintenant, c'est eux maintenant qui se mettent, qui nous donnent espoir qu'on aura une grosse série. Parce que pour moi, Denver pouvait tuer ça comme Miami l'a fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je reste toujours dans mon truc que Utah est plus handicapé que Denver. Mais si maintenant Utah a trouvé la confiance, a donné de la confiance à ses role players, ça change tout. Parce qu'ils ont su qu'ils peuvent taper cette équipe de Denver. Ils ont vu comment. Et le pire, c'est qu'il est tape avec un Jokic qui est toujours en forme. Jokic fait son boulot. Donc, Jamal Murray, quid de Jamal Murray? Est-ce que Jamal Murray va réagir au prochain match? Parce qu'en plus, Michael Porter Williams fait un gros match. Oui, il fait un gros match. Contrairement au Game 1 où il n'a pas fait un gros match. C'est Jamal Murray qui l'a fait le gros match. Donc, c'est défensivement que Denver a pêché. Parce que finalement, c'est quasiment comme au Game 1, mais ils encaissent encore plus, ils n'arrivent pas à contenir. Donc, moi, j'espère qu'on aura cette série en 7 matchs. Je m'attendais à ça sur le 4e, 5e de chaque conférence. Malheureusement, Indiana est trop dépourvu. Mais le duel entre le 4e et le 5e, très souvent... excusez-moi, le 3e et le 6e, mais que ce soit 3e, 6e, 4e, 5e, en général, ce sont des équipes qui se valent. Surtout quand à la fin de la saison, les classements sont serrés. Ça se joue souvent dans les derniers matchs. Ouais. Donc, tant mieux, hein. Merci Utah de nous proposer ça, parce que moi, je voyais déjà Denver leur infliger facilement un 4-1, voire un 8. Non, moi je voyais pas ça du tout. J'étais convaincu que le Jazz pouvait aller tenir tête à cette équipe. Missy, comment tu... Oui, vas-y, continue. Excusez-moi, quand j'ai vu Conley partir, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions et je ne savais pas que Denver aurait lâché comme ça, parce que moi je vois Conley qui part. Moi, le coach de Denver, je dis on a une occasion en or de les enfoncer à 2-0. Au moins à ce... Je comprends. Missy, tu peux réagir rapidement sur cette série? Tu la vois aussi aller à 7 matchs, une série assez disputée? Rapidement, juste dire une chose. Ce n'est pas parce que vous scorez que vous gagnez. Hein. On se souvient de la célèbre phrase de Larry Bird qui disait « J'ai vu le dieu de Michael Jordan déguisé en dieu ». C'est justement la meilleure performance en playoff en termes de scoring. Hein. Jordan avait marqué 63 points et la victoire était revenue finalement aux Celtics. Maintenant, ce qu'il y a, c'est l'implication de toutes les équipes. Quand vous perdez, vous devez procéder aux ajustements. C'est exactement ce qu'ils ont fait, le Jazz. Avec un Donovan Mitchell qui s'est dit « Je vais être la tour de contrôle et appuyer là où ça fait mal ». Pas uniquement scorer. Quand vous scorez, vous monopolisez le ballon. Et le jeu ne tourne pas. Le jeu doit tourner. Même si vous scorez, vous devez être scoreur et le jeu doit en même temps tourner. Ce qu'il y a, c'est que on a vu Jamal Murray après la victoire qui a croisé Donovan Mitchell à la piscine, qui l'a un petit peu charrié. Donc il n'a pas oublié qu'il a perdu, donc il est venu pour lui dire mais c'est pas fini cette affaire. Il y a un deuxième match, je vais te faire payer. Eh ben, il lui a fait payer. Ouais. Denver, c'est une très bonne équipe, mais c'est une équipe qu'il faut qu'il soit vigilant sur ça. On enchaîne. Vous gagnez un match, qui plus est, vous prenez le tiers de la gagne. Vous devez être là de la première minute à la dernière minute. Vous devez être vigilant. Et puis... Enchaînons les amis. On va parler des Lakers face aux Blazers, les amis. Les Lakers face aux Blazers, alors ça c'est
c'est vraiment ce match. Alors, on en avait déjà parlé. On s'est dit, hein, le body language des Lakers, ils prennent pas les matchs au sérieux. Les matchs de la saison régulière, c'est les plus nuls de la bulle. Ils veulent pas s'investir. Ils ont l'air de s'en foutre. Et puis voilà. Patatras, ils perdent le game 1 avec un Blazers. On les avait notamment, enfin, on en avait déjà parlé. Alors, il y a un point sur lequel je voulais revenir. C'est vrai que LeBron James, dans sa carrière, on voit toujours qu'il perd les premiers matchs des playoffs, surtout au premier tour. Est-ce que cette fois les choses pourraient changer? On va s'en rendre compte déjà dès ce soir avec le deuxième match qui va opposer les Blazers aux Lakers. Mais comment est-ce qu'on peut déjà commenter ce qu'on a vu dans le game 1? Le Doc One P, comment est-ce que tu réagis au game 1? Oui, ma réaction, c'est en même temps attendu et pas surprenant. Parce que... c'est pas une surprise, hein. En fait, je voulais dire c'est inattendu, mais pas surprenant. Oui. Ouais, inattendu dans quel sens? C'est que quand je vois que Zach Collins n'est pas là, je me dis, bon, les Lakers auront de quoi marteler un peu plus dedans. Ensuite, parce que je voyais un petit peu l'état de jeu. Parce que santé, je sais, Whiteside depuis dans la bulle. Je me disais, non, si Zach Collins n'est pas là, ça va être un peu difficile parce que ils n'ont personne pour contenir Anthony Davis. Donc, finalement, l'homme qu'on appelle Nurkic est venu fausser toutes les données de cette bulle. Sans lui, les Blazers ne seraient jamais 8e de cette conférence. Oui. Sans lui, les Blazers n'auraient jamais pris ce game 1. L'homme qu'on appelle Nurkic, je n'ai jamais vu de mes souvenirs dans le sport, le sportif, quelqu'un qui se casse la jambe et revient à ce niveau. Il a le niveau all-time. Nurkic est peut-être actuellement le meilleur pivot de la conférence ouest. Tout simplement, circuler, il n'y a rien à voir. Il est revenu au niveau quasiment de son ennemi juré de l'Europe de l'Est. Jokic. Mais il ne peut pas se voir. Il court plus vite. Il gambade sur le terrain. Je me demande même, j'ai même eu peur plusieurs fois sur des actions. Je me suis dit, quand il a tiré, là, il ne faut pas que son pied relâche. Parce qu'il a l'air tellement à l'aise. Et le secret des Lakers, s'ils ne mettent pas se mettre mal à l'aise, il va les emmerder toute la série. Si en plus, Whiteside joue comme il a joué, à un moment donné, leur coach a essayé ça dans la bulle pendant un des matchs de fin de saison. Il a essayé de mettre en même temps les deux tours jumelles. Nurkic et Whiteside, il a fait à plusieurs reprises contre les Lakers. Ce qui a vraiment gêné Anthony Davis et en même temps, quand il jouait avec Dwight Howard. Dwight Howard était énervé, il était éreinté, il passait le temps à se plaindre. Il a pris des fautes très vite. Parce que les deux tours jumelles là, quand ils ont joué ensemble, LeBron a essayé de pénétrer, il s'est fait scotcher 3 fois. Anthony Davis avait même peur de pénétrer. Ils ont créé le doute sur le point fort des Lakers, c'est-à-dire leur raquette. La raquette des Lakers est normalement la plus forte. Mais ces mecs-là ont réussi à créer le doute. Donc, je me demande comment ça va se passer. Parce que, à la base, la faiblesse des Blazers, c'est leur défense périphérique. On a vu comment Caris Levert a festoyé dedans, mais c'est pas le premier. Beaucoup d'élites, tout simplement parce que les deux meilleurs joueurs de l'équipe sont les deux arrières. Ils peuvent pas défendre et prendre des fautes. Ils peuvent pas faire ce qui est arrivé à Paul George hier, quand il n'y a pas Beverly par exemple. Donc eux, ils peuvent pas faire ça. Donc à part essayer de piquer des balles et de défendre moyennement sans prendre de faute, tous les arrières qui jouent contre les Blazers, c'est fort. Mais là où ils sont forts, c'est dedans. Sauf que là, les Lakers, leurs arrières n'ont même pas marqué aussi. Non seulement ils ont des arrières, ils n'ont pas les arrières adéquates pour défendre, mais ils n'ont pas les arrières pour marquer. Parce que Danny Green n'a pas rentré ses tirs en tant qu'arrière, et que LeBron, en pénétrant, est tombé sur... LeBron n'a pas un pull-up jumper à mi-distance comme Kevin Durant.
Ouais. Contre eux, tous les gars qui déçoivent battent le premier mur, qui n'est pas compliqué à battre. Les Lillards ne doivent pas courir le risque de prendre 2 fautes au premier carton. Donc, en général, les gars qui festoient, ce sont des gars comme Jalen Brown, Jason Tatum, ce sont des gars comme Curry, ce sont des gars comme Clay, parce qu'ils passent le premier mur, pull-up jumper à mi-distance, t'as pas besoin d'aller pénétrer. Mais on sait que la force de LeBron James, c'est aller dedans, et quand les 2 tours jumelles là sont là, il avait peur. Ça me rappelle le LeBron quand il pénétrait contre le Indianapolis de Paul George et de leur pivot, qui est devenu même entraîneur chez les Sixers là. C'était un petit peu ça qui le gênait le plus. Mais là, c'est pire. Parce qu'il a pris de l'âge. Donc, ce qui fait que, et il a mal à l'aile. LeBron James joue 5 minutes, il se repose. Il se repose 2 minutes. Il revient encore faire 3-4 minutes, il se repose. Si vous remarquez, c'est ce qui s'est passé au Game 1. On lui a jamais laissé 9-10 minutes d'affilée. Ils ne peuvent pas courir ce risque. Ça veut dire qu'il a un souci à l'aile. On a bien vu sortir une poche de glace de son aile. Il a toujours ce problème qui le poursuit depuis l'année dernière. Ouais. Il paye les efforts de tant d'années. Il se débrouille bien avec. Mais malheureusement, Phil, sauf si tu as une équipe comme Harden actuellement, Lillard a amené son équipe par les points. Toutes les stars de la ligue ont amené les équipes par les points, sauf si Anthony Davis tombe sur des match-ups où il peut mettre 40 points. LeBron James va devoir marquer des points. Il va pas devoir faire le playmaker qui distribue, qui remplit toutes les lignes. Il compte sur Anthony Davis pour ça. Lui, il veut faire des passes, Anthony Davis court. C'est pour ça qu'il a pris. C'est ça, mais il compte sur ses coureurs, il compte sur ses artilleurs. J.R. Smith n'est pas entré du tout. Il a déjà joué avec lui, mais il compte sur la Nick Green qui n'a pas rentré ses tirs. Il compte sur Anthony Davis qui est gêné parce que le problème d'Anthony Davis, tous ces joueurs-là, personne n'a prévu que Nurkic et Whiteside fassent ce genre de performance. Je répète, 3 matchs, je peux te dire les Lakers sortent. Si Nurkic et Whiteside répètent cette performance, les Lakers sont gênés dedans. Ils ont trouvé, c'est ce qu'on disait, que le problème des Lakers face à Portland, c'est que leur force est annihilée parce que eux, ils ont aussi des gars solides dedans et des grands. Qu'ils fassent ça contre les Clippers. Les Clippers poste 4, non, personne. C'est pas Marcus Morris qui peut gêner. Anthony Davis lui rend une tête. Il ne peut pas le gêner. Même montrer ce qu'il a été, il ne peut pas gêner les trop grands pour eux. Et ils doivent aussi surveiller en même temps Dwight Howard et Javali. Donc ils ne peuvent pas gérer tout ça. Maintenant, là, ils ont des mecs le petit jeune là, qui est rentré, le rookie qui n'a pas été drafté, il a commencé le match à la place de Zach Collins. Mais ils ont vu qu'Anthony Davis lui a donné 2 fautes très rapidement. Parce qu'Anthony Davis l'attaquait et les arbitres donnaient les fautes à Anthony Davis. Ils ont switché, ils ont dit bon, on va mettre Whiteside et Nurkic, on va voir comment ça va se passer. Anthony Davis n'a plus pu aller dedans. Whiteside a chassé les ballons un par un de ceux qui s'aventuraient là-dedans. C'est pour ça que je dis, si Anthony Davis ne trouve pas une adresse à mi-distance qui fait souvent sortir son défenseur qui lui permet de pénétrer en vitesse, ça va être problématique. Ça va être très problématique. Ils vont réagir, Missy. Je veux vous dire. Oui, dis-moi. Vas-y, conclue et après, Missy, on va la faire réagir sur ce match. Je veux que les Lakers sachent, je pense que LeBron le sait plus que nous, avec toute son expérience. Pour arriver là, Lillard a dû marquer des points et non faire ses 8 ou 10 passes habituelles. Pour arriver au titre, des Jordan, des trucs, ils ont dû à un moment donné dire je dois marquer les points de mon équipe. Ils n'ont pas dû faire remplir. Magic Johnson le faisait parce que Abdul Jabbar faisait des finales avec 32 points. Ouais. On l'a compris, tu veux que LeBron prenne sa stabilité et soit plus performant offensivement. Il va devoir marquer des points. Faisons. Missy, comment tu réagis à cette série décevant pour l'instant, mais... Décevant, c'est parce que les Lakers, on a dit, c'est une des équipes qui a été le pire dans la bulle avec les Bucks qui jouent en ce moment. C'est les 2 premiers de chaque conférence. D'ailleurs, c'est jamais vu en NBA que les 2 premiers de chaque conférence perdent comme ça le premier match. Vraiment,
Bon, maintenant, quant à ce qui est des Lakers, ils ont plusieurs problèmes dans l'organisation de leur jeu. C'est pour ça qu'ils ne jouent pas bien. Quand vous avez une équipe en playoff, on doit savoir qui fait quoi. LeBron James en triple-double dans un match, c'est un problème. C'est un problème quand LeBron James distribue les passes et dans triple-double. Vous ne pouvez pas avoir un big three, un big two comme ils sont là. Vous espérez un peu d'Anthony Davis. C'est pourquoi, quand on parle des meilleurs joueurs de cette ligue depuis quelques années, quel nom qui apparaît? Il y a le nom de LeBron James, mais il y a un autre nom qui apparaît, c'est Kevin Durant. Et quand on regarde Anthony Durant, vous voyez, je vais me mettre là-dessus. Anthony Davis. Quand on regarde Anthony Davis, on doit voir un digne successeur de Kevin Durant. Anthony Davis, il n'a pas le niveau de Kevin Durant, soit dit en passant. C'est un joueur qu'on se dit, je prends une série toute bête, les Warriors jouent le Utah Jazz, c'est en playoff, hein. Ils arrivent, Rudy Gobert, il est dans la raquette. Qu'est-ce qu'il fait, Kevin Durant? Tout simplement, il se recule un peu de 3 mètres. Tous les tirs, il les met sur la tête de Rudy Gobert. Ça veut dire qu'à un moment donné, du hit face à Dallas, qu'avait fait très bien Dallas dans le money time, ils avaient bloqué LeBron James. Quand vous bloquez LeBron James, il faut qu'il y ait une autre option. Et eux, ce qu'ils ont bien fait Portland, c'est que ils sont sur Anthony Davis. Ils l'ont bloqué. C'est même pas tant que l'idée, c'est pas que vous ne prenez pas un tir. Quelle est l'autre idée quand vous prenez un tir? L'idée, c'est qu'on vous fasse prendre un mauvais tir. C'est ça. Dans toute histoire, je dois m'assurer que vous ne prenez pas un tir dans un fauteuil sur ma tête. Mais quels sont les très peu de joueurs qui parviennent à prendre les tirs sur la tête de quelqu'un dans un fauteuil? Il y a Kevin Durant, il y a peut-être LeBron James qui peut le faire. Qu'est-ce que tu vois alors pour la suite? Qu'est-ce qu'on... problème maintenant, il faut sortir sur Lillard. Voilà, mais quand vous sortez sur Lillard, vous laissez les trous. Et ce que j'ai dit, tu te souviens la semaine dernière quand on a fait les previews, j'ai parlé, on a dit que Lillard était le meilleur joueur de la bulle. Qu'est-ce qu'on a souligné? On n'a pas souligné le fait qu'il explorait beaucoup. On a souligné ce qu'il changeait par rapport à l'année dernière, c'est sa prise de décision qui est bien meilleure. Sa prise de décision, ça veut dire qu'il ne force plus rien. Quand il peut prendre son tir à 10 mètres, il prend. Quand il peut décaler McCollum, il décale McCollum et tout ça. C'est un jeu qui circule. Il faut faire tourner le ballon si vous voulez qu'il tombe dedans. Quand vous faites tourner le ballon, c'est pour trouver celui qui est le mieux placé, le mieux à même pour mettre les tirs. Et ça, les Lakers, il va falloir qu'ils le révisent. L'autre chose qu'on a dit, c'est quelqu'un qu'on dit qu'il a le talent, c'est Kyle Kuzma. Et on veut voir Kyle Kuzma. Le facteur X des Lakers. Vous n'êtes pas là pour faire de la figuration. Le facteur X des Lakers de Los Angeles. En tout cas, on attendait une réaction dans ce game. On attendait une réaction dans ce game 2. Enchaînons les amis, on va parler de la rencontre qui oppose donc les Mavericks de Dallas aux Clippers de Los Angeles, toujours à LA. Du côté de LA, comment est-ce que vous commentez cette série? Alors, premier match, un match gagné par les Clippers, mais il faut quand même rappeler que Kristaps Porzingis avait été évacué dans ce troisième quart-temps, il me semble. Et puis, j'avais posé la question à la quotidienne, et si Kristaps Porzingis était resté, est-ce que le destin des Mavs aurait changé
On a vu le résultat dans le Game 2 et je ne vais même pas parler des 2 performances de Luka Doncic. On le sait, qui suit les traces de Kareem Abdul-Jabbar. En tout cas, il suit les traces de toutes les légendes de la NBA. Luka Doncic, mais c'est une équipe des Mavs plutôt bien regroupée, une équipe qui joue en équipe, ils défendent en équipe et ils font mal aux Clippers. D'ailleurs, Doc Rivers a dit après la défaite dans le deuxième match, il a dit si on continue à jouer comme ça, on ne sera pas qualifié pour la demi-finale, tout simplement. Faisons réagir le Doc ONP. Le Doc, les Clippers de notre cher Kawhi Leonard, j'ai l'impression que les Mavs, ils ont compris que si on ne peut pas stopper les deux, on va au moins en stopper un, et c'était le cas avec Paul George. Paul George qui n'a pas dépassé les 30 points, je crois, sur les 2 matchs. Le Doc. Oui, cette série, c'est une série pour moi de l'engouement, c'est-à-dire que les jeunes sont motivés et tout contre des anciens qui sont dans le calcul, des expérimentés qui sont vraiment dans la gestion. Moi, je disais, les Clippers, ça se voit qu'ils sont dans la gestion de leur santé. Les Clippers n'ont pas de système. Les Clippers n'ont pas de playmaker. Leur meneur, c'est pas un playmaker distributeur. On sait bien qu'eux, ils vont jouer de l'individuel et aller se battre comme des chiffons sur les rebonds. Maintenant, il se passe quoi, précisément? C'est que la défense, ce qu'on prenait comme two-way players, on disait que ça va être leur force, se sont devenus des joueurs trop importants offensivement, ou bien dans cette série, ils ont la malchance de tomber sur quelqu'un ou des arrières, ou un arrière spécial, comme on dit, qui distribue les filles. Donc pour moi, les Clippers, au complet, quand je dis au complet, c'est avec leur rampe de lancement défensif. La rampe de lancement défensif, c'est Beverly. Le problème, c'est qu'on l'a bien vu, Beverly pas là hier. Ce qui se passe pour moi dans le game 1, même si Porzingis venait, je pense que les Clippers prenaient ce match. Même s'ils sortaient pas. Moi, je pense réellement qu'ils le prenaient ce match. D'ailleurs, ils menaient à ce moment-là. Et je pense que Doncic monte à 40 points parce qu'il met les points de Porzingis. Il aurait donné une partie à Porzingis, forcément. Porzingis n'aurait pas mis des points plus les 42 points de Doncic, ou les sont pas combien de points qu'il a mis là. C'est impossible. Doncic a gardé le ballon parce que Porzingis n'était pas là. Il serait partagé les points là. Donc je pense que Doncic aurait fini encore vers 30 et Porzingis vers 28 ou je sais pas. Il est sorti dans les 14 points. Donc, mais au game 2, ce qui change, Paul George, qui est le principal responsable de cette défaite selon moi, mais il est obligé de faire le travail de Beverly. Paul George fait ce que Kawhi Leonard ne fait plus depuis un petit moment. Kawhi n'a plus ce rôle de mec qui va verrouiller le meilleur mec en face. Kawhi a compris pourquoi LeBron ne le fait pas trop. Tu ne peux pas aller, toi, comme tu es le responsable de l'offensive, le premier responsable, tu ne peux pas aller courir des risques à prendre des fautes rapidement. Il y a très peu de joueurs dans cette NBA. Dans les arrières et les ailiers, il n'y a que Michael Jordan, Kobe Bryant qui ont épousé ce rôle de two-way player, à dire je veux le meilleur joueur en face. Mais ça, ce sont des joueurs exceptionnels qui évitaient de prendre des fautes et qui aussi encaissaient, parce qu'il ne faut pas penser que c'était les meilleurs défenseurs aussi de tous les temps. Ils encaissaient des paniers, mais ils savaient gérer. Quand je vois sur une contre-attaque un Paul George obligé de faire une faute pour ce genre de contre-attaque, non, tu es déjà à 2 fautes, tu ne peux plus le faire. Ou bien tu es à 1 faute, donc il reste trop de temps. Laisse le joueur marquer. Beverly a fait la même erreur l'autre jour, mais Beverly, ce n'est pas grave. Beverly, on n'attend pas de lui de mettre des points. Paul George ne peut pas jouer 10 minutes en une mi-temps parce qu'il a 3 fautes. C'est impossible. Il n'a joué que 10 minutes en première mi-temps. Alors qu'il est censé jouer 8 par 2, au moins 16 minutes. Il n'a joué que 10 minutes. Et on sait bien que, une fois que tu sors de ton match comme ça, comment revenir et rentrer? Il peut le faire, mais c'est pas des joueurs exceptionnels toujours capables de le faire. Sur un mauvais jour, c'est chaud. Donc,
Et quand le reste du match, en plus, il ne peut plus défendre. Parce qu'encore, il n'y a pas Beverly du sacrifice, le genre de joueur à qui il faut donner de l'argent. Parce qu'on sait que lui, c'est le sacrifice. Il va peut-être se faire battre, mais il va te fatiguer le joueur adverse. Là. Beverly, chaque fois qu'il se fait battre, pour marquer contre lui, soit tu fais un panier accordé avec faute, ou bien avec oui, il fait faute. Mais la faute, elle te fait souffrir. Il y a des joueurs comme ça qui font en sorte au troisième quart-temps, la star en face est peut-être déjà à 25 points, mais n'a plus de jambes. Et lâche tout. Donc c'est la première rampe. C'est lui qui fatigue d'abord le joueur pour que après Paul George puisse venir gérer. Mais quand il n'est pas là, on a vu et c'est problématique pour les Clippers. Pour l'instant problématique. Pourquoi Phil? Parce que les Clippers qui gèrent leur santé depuis ont comme toutes les autres équipes parce qu'ils sont pas plus malheureux que d'autres. D'autres ont connu des blessures et des cas de Covid ou je sais pas quoi. Ils ont montré Sarel qui a perdu sa grand-mère et qui est resté. Il n'a que 2 matchs dans les jambes. C'est-à-dire que lui, il n'a même pas eu le temps de courir, de prendre du rythme. Donc Montrez apporte moyennement. On sait bien que Montrez et Lou Williams ont plus de 18 points de moyenne à eux deux. Donc quand tu as Paul George qui est handicapé et qui finalement même a un problème au bras, tu as Montrez qui n'a pas encore de rythme. Tu as Lou Williams qui commence à prendre le rythme et on a vu ce que ça donne. Quand Paul George n'y arrive pas, on a vu Lou Williams qui sort de son buisson. Il commence à prendre le rythme. Il faut juste que Beverly soit là pour faire la rampe. Mais moi j'ai juste un souci, c'est que pour l'instant, la déception de cette équipe, c'est ni l'un ni les autres là. Paul George peut rater un match. Moi ça ne m'étonne pas en playoff. Paul George, n'oublions pas que Paul George, ce n'est pas Michael Jordan en playoff. Hein. Paul George a beaucoup de dossiers de choke en playoff. Ah oui, que ce soit avec OKC alors. Même face à, je pensais à Damian Lillard qu'il a éliminé aussi. Effectivement, donc on peut dire un truc, c'est que la déception pour moi, c'est que Reggie Jackson, quand il a épousé ce rôle de meneur titulaire, n'a pas apporté du Reggie Jackson. Oui. Ça, c'est problématique pour eux. Mais c'est la bonne nouvelle pour eux aussi, Phil. Ça veut dire qu'ils ont une marge de progression énormissime. Parce que ils sont même là, ils ont perdu l'autre jour, mais ils savent pertinemment que ils ont encore des joueurs clés qui n'ont rien foutu. C'est un peu ce que je disais chez les Lakers, c'est que LeBron doit marquer, mais chez les Clippers, Kawhi n'a plus besoin de marquer plus, il a déjà mis 35. Il a déjà mis 30 au premier, ou 29 au premier, ou 30 et 35 là. On sait déjà que c'est le reste qui doit évoluer. Vas-y, là, on sait déjà. Donc, je pense vraiment que on peut remercier Dallas de nous donner une série bien plus serrée qu'on ne le pensait. Et je crois vraiment que les Clippers ont encore de la marge. Ils ont encore de la marge et ils ont leur... On pense qu'ils ont de la marge. Je suis d'accord avec toi, même si on pense bien que cette série va être assez intéressante. Je pense pas qu'elle ira au bout de 7 matchs, mais elle va être intéressante quand même. Une série qui va aller au bout de 7 matchs, Michi, je pense, hein, sauf si tu veux bien, sauf si tu as l'intention de me contredire, le Thunder face aux Rockets de Houston, Michi, un partout dans cette série, il me semble, hein. C'est ça, hein, ils sont un partout. C'est 2-0 2-0. Non, 2-0. Les Rockets qui mènent 2-0. Les Rockets qui mènent 2-0, ils ont gagné leur deuxième match. Comment tu commentes? Est-ce que tu... Donc il y aura pas de 7 matchs. Les Rockets qui vont certainement gagner. Faut-il le noter aussi? J'ai vu beaucoup défendre hein, James Harden quand même dans cette série. Hein. Je vois bien défendre. Ce qu'on observe, c'est que James Harden, défensivement, il s'est un peu amélioré. Ouais. Russell Westbrook n'est pas là, il est blessé. Il a maintenant besoin, comme on a dit, comme on explique toujours, les Kevin Durant et autres, c'est les playoffs qui vous valident. James Harden, on a besoin de cette validation en playoffs. C'est ce qu'on attend maintenant. On attend maintenant d'un James Harden, pas qu'il nous score beaucoup de points, mais qu'il soit décisif. Ce qui est bien dans cette équipe actuellement, OKC, bon, ils ont un peu de mal parce que
ils ont à faire là, dans les 2 premiers matchs, ce que je vois, c'est qu'ils ont offert à une très bonne équipe de Houston où on voit l'autre là, le Jeff Green et tout ça qui est là. Il faut que quelqu'un prenne le relais. Quand les coéquipiers sont là, tout le monde fait bloc, prend les relais. On sait les corner three, les machins. C'est le jouer juste. C'est pas prendre les tirs pour prendre les tirs. Il faut jouer juste. Et dès que vous jouez juste, c'est ça. C'est dans l'organisation où ils ont gagné en bien mieux. Cette équipe-là, elle fait pas beaucoup de bruit, mais c'est important lorsque vous démarrez bien et tout ça. Lorsque il faut, les Rockets iront beaucoup plus loin s'ils font en sorte que James Harden, l'attention soit moins focalisée sur James Harden. Parce que pour moins que l'attention se focalise sur James Harden, il faut amener d'autres menaces. Il faut que quelqu'un, quand on sent que, par exemple, sur le premier match, je crois que Jeff Green a marqué 22 points. Il faut qu'on sente que ça peut venir de toutes parts, les Gordon, les Jeff Green et tout ça. Et puis votre placement défensif doit être bon. James Harden qui était à 21 points, 9 passes dans ce deuxième match, dans la victoire des Rockets. Oui, moi quand je regardais un peu, au moment où je regardais un peu, il était à 14 points. Ouais. Donc c'était plus vers la fin, je me suis douté que... Mais globalement, ils étaient devant au score, ils ont maîtrisé l'intégralité du match, 35 à 30 dans le premier... 35 à 30 dans le premier quart-temps, 29 à 18 dans le deuxième quart-temps, 24-19 pour les Rockets dans le troisième quart-temps et 34-20 pour les Rockets dans le quatrième quart-temps. Les Rockets qui ont bien maîtrisé ce match dans le Game 2. Vas-y, vers la conclusion. Est-ce que tu vois le Thunder arracher un match quand même? Ils peuvent gagner, ils peuvent prendre un match. Ça va être compliqué. Ils peuvent arracher un match, mais ça va être compliqué. C'est ce qui leur pose. Ce qui leur pose problème, c'est le tempo imposé par les Rockets. Ouais. Les Rockets ne sont sur leur propre rythme à eux et puis ils ont un jeu qui est beaucoup plus varié. En tout cas, le système Mike D'Antoni qui tient. En plus, disons-le, qui joue sans Russell Westbrook. Donc après, il va falloir réintégrer Russell Westbrook sans perdre cette qualité du jeu qu'ils sont en train de développer là actuellement. Et... En tout cas, les Rockets qui font le taf pour l'instant. Le doc, comment tu réagis? Le doc, comment tu réagis rapidement en 3 minutes? C'est une super nouvelle pour eux et c'est tout parce que oui. Je veux dire, la blessure de Westbrook, on se demandait s'ils sont menés, est-ce qu'ils doivent venir forcer au Game 2. Game 2 gagné sans lui. Ils vont même encore essayer de le reposer, de le soigner pour le Game 3 parce qu'on enchaîne chaque 2 jours. Donc, ils n'ont pas besoin, ils ont même cette marge de continuer à essayer comme ça tant qu'ils se soignent. On sait bien que le truc suivant, ça va être un duel dur. C'est les Lakers ou bien c'est Portland. Donc, s'ils finissent leur série plus vite, ils seront frais parce que ça s'enchaîne chaque 2 jours et ils auront Russell Westbrook qui aime ce genre d'équipe. C'est ce genre de duel. Russell Westbrook a explosé les Lakers 3 fois cette saison. Donc, non, 2 fois plutôt. Donc, je peux vous dire que c'est une super nouvelle pour les Rockets. Tout se passe comme pour eux. Tout se passe comme il n'y a pas de fausse note. Ouais, il n'y a pas de fausse note. Tout se passe plutôt bien pour les Rockets. Pour le moment, on va dire ça comme ça. On espère. Comme tu l'as dit, je pense bien qu'ils vont bien ménager Russell Westbrook pour la suite. Tant que les choses se passent plutôt bien pour eux. Et du côté du Thunder, le doc, tu vois le Thunder accrocher un match? Oui, tout est possible. Tout est possible. J'ai dit dans cette bulle, il n'y a pas un avantage du terrain où tu te dis je vais en terre ennemie, machin truc, il n'y a pas ça. Tout est possible. Ça peut même, la tendance peut se renverser si une équipe lâche. Que je le disais tout à l'heure, des équipes qui vivent et meurent par le tir extérieur comme Houston, il suffit que ça casse un petit peu à un moment. Mais ils ont cette marche de Russell Westbrook qui est en pénétration et signe une équipe ou avec Harden. Ils ont encore cette marche. Mais on sait bien que OKC ne peut pas avoir perdu tout son basket comme ça de la saison régulière. C'est vrai que dans la bulle, ils sont pas terribles, mais
simplement, ils ne peuvent pas avoir tout perdu. Donc, je me dis, pourquoi pas un match? Pourquoi pas? La tendance peut même se renverser. Moi, dans cette bulle, je ne jure plus de rien. Ce soir, si Portland mène 2-0, je ne serais pas surpris, par exemple. Ou s'ils se font rattraper, ce serait la logique. En tout cas, s'il y a bien une équipe qui a l'intention de mettre les points sur les i concernant la logique qui se doit d'être respectée, c'est bien les Bucks de Milwaukee qui sont en train de foutre une belle correction au Magic d'Orlando. 64 pour les Bucks, 43 les amis, 64-43 dans la mi-temps de ce match. Giannis ne va rien laisser au Magic d'Orlando de notre cher Nikola Jokic. Et on attend aussi avec impatience, ce sera à 2h je pense, les Lakers qui affronteront les Blazers de Portland. La loterie c'est ce soir aussi, il me semble. C'est ce soir la loterie. Donc voilà. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. Nos analyses continuent à confirmer nos analyses qui confirment ce qu'on pensait déjà lors de nos dernières émissions longues. On va se donner rendez-vous pour dimanche pour faire le point globalement sur ce premier tour une fois de plus. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ce talk show. Pour moi, c'était un plaisir. On va remercier le Doc NPM ici. Le Doc, merci d'avoir été connecté dans NBA No Limit. C'était un plaisir. Le Doc. Oui, merci à toi. Oui, merci. Merci le Doc. À dimanche. On fera le point dimanche sur ce premier tour. Une fois de plus, Missy, c'était un plaisir d'avoir été connecté avec toi. On se dit à dimanche dans Total Africa. À dimanche. À dimanche, passe une bonne soirée. Et moi, c'était donc Oncle Phil Basket pour ce talk show NBA No Limit où on a fait le point avec Missy depuis Paris, le Doc NP depuis Angers et bien entendu vous, très chers auditeurs connectés pour écouter ce talk show. Je vous remercie. Je vous dis à dimanche pour la prochaine émission longue. On n'oublie pas les quotidiennes NBA que nous réalisons tous les matins pour faire le résumé des matchs de la nuit. Merci d'avoir été connecté une fois de plus. C'était Oncle Phil Basket. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.